On va faire un gros point sur le logement et notamment le droit au logement opposable qui est appelé le DALO. Mais commençons par voilà, une news peut-être un peu plus anecdotique, mais qui fera plaisir à François Ruffin. Vous connaissez l'amour de François Ruffin pour le camping. Il trouve ça sympa. Les gens sortent une guitare, grillent des chamallows, Kumbaya my love, Kumbaya. Eh bien, il va se féliciter. J'imagine, il le disait pour les travailleurs pauvres. Oui, c'est très bien. On leur ouvre des campings. C'est peut-être pas très bien. J'aime bien François Ruffin sur des trucs, hein. Mais c'est peut-être pas très bien. Faut peut-être pas trop se réjouir quand des travailleurs logent dans des campings. Et maintenant, bah écoutez, c'est l'avenir de notre pays. Ce sont des étudiants qui dorment dans un camping. Ici, c'est à côté de Rennes, puisqu'il manque 1500 places dans les résidences du Crous, hors parc privé, qui est souvent assez inaccessible pour les gens qui ne sont pas des fils d'eux. Et encore, là, eux, ils n'ont pas une famille qui peut leur payer un appartement, mais ils ont des fois une caravane, un camping-car que la famille leur a prêté. Et justement, ça leur permet, tant que les températures restent relativement clémentes, pour le moment, de faire avec. Alors bon, c'est pas le top, hein, comme ils nous disent. Là, cette personne une Sartoise, qui dort dans une caravane prêtée par ses parents. Alors moi, je serais encore plus... Moi, mes parents, ils n'ont même pas de caravane, donc ce sera encore plus chaud. Je n'ai pas de sanitaire, j'ai juste la cuisine, la gazinière, l'électricité, ce qui est déjà pas mal. Quand il pleut, c'est plus galère, tout est mouillé. Il commence à faire un peu plus froid aussi, mais pour l'instant, ça passe encore. Les températures ne sont pas trop basses. Un autre témoignage de Malicia, plus loin, qui vit dans un camion, elle. C'est plus difficile d'aller à l'école et d'être à 100%, on n'est pas hyper disponible. On profite d'être à l'intérieur pour se réchauffer, à l'intérieur de la salle de classe, parce qu'après, on sait qu'on passe la soirée dans le froid. Peut-être qu'à Rennes, il fait... nous, à Bordeaux, ça va, les températures sont pas encore trop descendues, mais... même si elles ne sont plus ce qu'elles étaient il y a un mois. Donc elles ont la connexion Wi-Fi et ça leur permet de réviser. Et on passe à Jeanne qui, elle non plus, n'a pas trouvé d'appartement. Je me dis que maintenant, autant attendre octobre quand les gens arrêtent leur formation. J'aurai plus de chance. Ouais, peut-être que les premières personnes dont c'était le dernier choix, en fait, arrêtent et du coup, peut-être rendent leur appartement. Je sais pas ce qu'elle sous-entend par ça. Mais je commence à me dire qu'il va falloir que je passe par une agence, même si ça coûte plus cher à cause des frais. Même si ses parents la soutiennent en cas de nécessité, elle résume: qui dit étudiant dit pas de thune, je suis animatrice, mais que pendant les vacances, et on gagne pas tant que ça. Ah oui, animateur en centre aéré, ça va encore à peu près. Animateur en colonie de vacances, c'est ouais, t'as un pourboire quoi, en gros. Bon, après t'es nourri, logé, mais bon, tu vas pas pouvoir vraiment mettre de côté. Bon, et puis il y en a qui se font du 20 minutes de vélo, du coup depuis le camping. Qui reste une alternative peu coûteuse. C'est à peu près entre 400 et 450 € par mois. C'était un choix parce que j'ai l'habitude du camping-car et le Airbnb, c'est plus cher que le camping. Et parce que... Et qu'est-ce qui reste bien souvent dans le parc locatif de disponible? C'est du Airbnb. Et ça, on a déjà fait des sujets sur la question. C'est la solution la plus économique que j'ai trouvée. Résigné, il lance: c'est assez folklore. C'est moins confortable qu'un appartement, mais bon, ça se fait. Le campeur vient de trouver un studio dans une résidence privée où il pourra emménager à partir de novembre. On lui souhaite, puisqu'en novembre, les températures seront sensiblement plus froides qu'aujourd'hui. Et c'est un gros problème, le logement, effectivement. Jules avait lu un article genre: l'État voulait faire dormir les saisonniers en restauration dans des internats. Tout pour ne pas utiliser les logements vides, mais non, la sacro-sainte propriété. Donc non, on va les foutre dans des toiles de tente. Oui, en plus là, je vous ai pas lu tous les témoignages, il y en a un, il était vraiment dans une tente. Genre il avait une tente pour ses affaires et une tente pour lui pour dormir. Voilà, si c'est pas tout confort la caravane, la tente, tu sais, quand t'es étudiant quoi, c'est un petit peu compliqué. Et donc on a un article ici sur le droit au logement opposable et pourquoi ça ne fonctionne pas trop. Ah mince, depuis tout à l'heure en fait je vous avais filtré et vous ne voyez pas grand chose. Ça devrait être un petit peu mieux. Un article à 80 par Lucie Delaporte et Faiza Zerouala. C'est une petite bombe déposée dans le jardin des bailleurs sociaux et de l'État en pleine crise du logement. Le Haut Comité pour le droit au logement, HCDL, publie mardi 27 septembre un rapport intitulé « L'accès au logement des ménages mal logés ».
Ces conclusions sont explosives. Elles sont le fruit d'années de travail pour récupérer des données que les acteurs n'avaient manifestement pas très envie de voir sortir. Ils montrent, grâce à des chiffres inédits, que l'État n'utilise pas ses prérogatives pour loger dans le parc social les publics les plus prioritaires, contrairement aux objectifs affichés par la loi sur le droit au logement opposable, le DALO. On verra qu'il y a beaucoup de clientélisme et, dans un autre article, aussi beaucoup de préjugés sur les personnes qui seraient des bénéficiaires de ce DALO. Instauré en 2007, après les mobilisations pour les sans-abri autour des enfants de Don Quichotte, et ils se disent, ouais, pour l'instant, le droit au logement, c'est un peu se battre contre des moulins à vent. Le droit au logement opposable implique en effet que l'État soit garant, c'est sa responsabilité, du logement des personnes qui ne peuvent accéder à un logement par leurs propres moyens. L'État est sanctionné pour chaque manquement. À ce titre, depuis 12 ans, il a dû payer 374 millions d'euros. Sûrement qu'il préfère payer 374 millions pour le budget de l'État en 12 ans en plus que de vraiment régler le problème. Aujourd'hui, 93 116 ménages, donc des fois une personne seule, des fois c'est un couple sans enfants, des fois c'est un couple avec enfants, un ou plusieurs. Bon, plus de 93 000 donc reconnus au titre du DALO, c'est-à-dire les plus prioritaires des plus prioritaires, sont toujours en attente d'un logement, et 90% le sont en dehors des délais légaux. L'État possède un contingent prioritaire de 25% du parc de logements sociaux. Alors, sachant qu'il y a plusieurs types de logements sociaux, je vous ai prévu pas mal de sources là-dessus, on va pas tout regarder dans le détail, mais on avait un lien de Action Logement qui nous en donne 4 types. Il y a le PLAI, pour les situations de plus grande précarité, le PLUS, ou le plus, qui correspond au HLM. Les logements PLS, pas de jeu de mots, pour ceux qui ne peuvent pas prétendre au HLM, mais qui ne peuvent pas se loger dans le privé. Et un petit peu pareil, qui s'appelle le PLI. Je n'ai pas exactement compris la différence. C'est peut-être une différence de gradient de salaire, puisque on passe de prêt locatif social à prêt locatif intermédiaire. Je vous laisserai regarder l'intégralité si ça vous intéresse. Et de toute façon, vous aurez le tout dans la description de la rediffusion. Normalement, il y aura une capsule. Donc le contingent prioritaire de 25% de logements sociaux qui doit être intégralement consacré au logement des ménages reconnus DALO et, à défaut, aux personnes prioritaires. Ce sont les préfets qui sont chargés de veiller à ce que les bailleurs sociaux réservent bien, au moment des commissions d'attribution de logement, cette part réservée à l'État. Et on verra justement la différence entre gestion en stock ou gestion en flux. PLI intermédiaire, c'est la moyenne entre les loyers privés et les logements sociaux. Merci pour le complément d'Arla Dada. Sur le sujet des CTU, de la précarité étudiante, ça intéresse certaines et certains. Marcel Duchemin, qui fait souvent les lives le matin, en a parlé en stream mardi. Il y a en replay, en se basant sur un article récent de Street Press, l'État abandonne les résidences universitaires. Eh bah, c'est sympa pour le complément. N'hésite pas aussi, si tu as l'article, que je le rajoute moi aussi de mon côté. Où est-ce qu'on en était? Or, sur les 440 000 logements attribués, donc voilà le contingent prioritaire de 25%. En 2021, 5% seulement le sont au titre du DALO, soit près de 22 000 attributions par an, montre le rapport. Ou alors c'est sur les 440 000 logements sociaux, et il aurait dû y en avoir 25% sur les 440 000, et il n'y en a que 5%, donc 20% en moins. C'est pas ultra clair. À la veille d'une réforme sur les attributions de logements sociaux, qui seront désormais faites en flux et plus en stock, le Haut Comité pour le droit au logement s'est donc lancé dans un minutieux travail d'identification dans les 19 départements les plus tendus pour voir si l'État avait bien identifié les logements de son contingent et si les attributions atteignaient les 25% prévus par la loi. Alors ça, il l'explicite pas trop dans l'article et c'est un peu dommage, donc on va essayer de le faire un peu de notre côté. On a même un lien du gouvernement qui nous explique directement, ministère chargé du logement, la différence ici entre... Est-ce qu'on peut zoomer plus? Oui, logiquement. Entre gestion en stock et gestion en flux, comme vous le voyez là. Et en fait, en gros, c'est que, normalement, c'est oui, il y en a 25%, donc c'est cet appartement-là, cet appartement-là et cet appartement-là, ils sont DALO. D'accord, ok. Et quand ils se libéreront, promis, on vous avertira. Alors que la gestion en flux, c'est non. Il y en a tant par an des logements. Tu te débrouilles comme tu veux sur tous les logements sociaux, mais il y en aura tant par an.
Et il n'y a pas de ces logements, ils sont identifiés comme étant Dalo ou pas. C'est sur tout le parc, en gros de ce que j'ai compris, si je dois vous résumer, mais là aussi vous aurez le lien si vous souhaitez regarder ça. Je vous le mets déjà dans le chat si vous le souhaitez. Merci pour ton article. Quel article? Alors ce dont on parlait donc, l'État abandonne les résidences universitaires. Un étudiant sur 17 qui a une place en CTU. Et puis les autres, ils doivent se débrouiller avec la bourse. Et la bourse, souvent, c'est pas trop suffisant pour pouvoir louer si t'as personne derrière, quoi. Ceux qui décrochent une place doivent composer avec les fuites d'eau, les cafards et autres nuisibles. Enquête sur un service public en manque chronique de moyens. Écoutez, on va pas avoir le temps de le lire en entier. Mais par rapport à justement un autre sujet introductif, effectivement, ça devrait idéalement compléter. Le truc sympa. Tu sens l'odeur musquée, c'est les cafards. Hélène Viocrous de Stein, dans le 93 depuis plus d'1 an. L'étudiante en master raconte d'un air désespéré avoir investi plus d'une centaine d'euros dans des produits pour maintenir son studio sans nuisible. Et encore, moi j'ai des sous, je peux me le permettre. À l'étage au-dessus, Fatima, qui vit depuis plus de 4 ans dans son studio, a vu la situation se dégrader. Les cafards, ça a commencé il y a 2 ans. Je traite tous les jours, j'emballe toute ma nourriture et j'en vois quand même une trentaine quotidiennement. Ah, tu dois plus te sentir chez toi, quoi. Et ça, plus les fuites d'eau, et je sais pas, ouais, sur les murs, si c'est par rapport à la fuite. Bref, je vous laisse regarder l'article en entier de votre côté, si ça vous intéresse, et vous auriez raison de vous y intéresser. À la veille d'une réforme sur les attributions de logements sociaux, revenons à l'article de Mediapart, qui seront désormais faites, donc voilà, en flux et plus en stock. Voilà, donc ils vérifient si ils ont bien fait les attributions. Premier constat, il s'est heurté à la défaillance généralisée des systèmes de collecte de données. En effet, aucun bilan national d'identification et de gestion du contingent préfectoral n'est aujourd'hui disponible, pointe le rapport. Il a dû croiser plusieurs systèmes existants pour parvenir, dans certains départements, à recouper ces données. Et merci Dadao76, merci pour ton 7e. En l'absence d'éléments suffisamment fiables, l'Île-de-France a été ainsi écartée de ce bilan sur l'utilisation du contingent préfectoral. Peut-être qu'en Île-de-France, ça aurait été un petit peu intéressant. Alors après, il y en a qui vont vous dire, oui, mais en Île-de-France, souvent, t'es pas obligé d'avoir un appartement parce que, enfin, ça dépend. Les gens qui étaient déjà en Île-de-France, il y a beaucoup de facs en Île-de-France et notamment à Paris. T'as pas besoin d'habiter sur Paris même. Tu peux prendre le RER aller-retour tous les jours et habiter chez tes parents, ce qui n'est pas forcément le cas quand tu ne vis pas ou tu ne viens pas, surtout de région parisienne. Donc je sais pas comment ils l'argumentent. Selon le RPLS, le répertoire du parc locatif social, seuls 647 709 logements sur les 5 millions du parc social sont identifiés dans le contingent des personnes prioritaires, soit seulement 12%. Alors, on n'est même pas à la moitié. Il manque donc en moyenne 37 à 38% d'attribution pour le droit au logement et pour les publics prioritaires, relève le rapport, qui estime que les marges de manœuvre sont donc importantes et qu'il semble possible aujourd'hui de reloger l'ensemble des ménages Dalo, donc les personnes qui sont dans la plus grande précarité et dans la rue aussi, beaucoup, souvent. Donc justement, qui sont les ménages Dalo? C'est ceux qui sont... alors il faut remplir un de ces 8 critères, être sans domicile, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé dans une structure d'hébergement d'urgence de façon continue depuis plus de 6 mois ou en foyer depuis plus de 18 mois, être logé dans des locaux impropres à l'habitation, insalubres, dangereux, être logé dans un logement qui ne présente pas les éléments d'équipement exigés si on a en charge un enfant mineur ou une personne en situation de handicap ou si on est soi-même handicapé. Pareil pour les logements sur population, pareil pour les logements inadaptés, pour si on est en situation de handicap ou avec une personne en situation de handicap. Être demandeur d'un logement social depuis un délai supérieur au délai anormalement long sans avoir reçu de proposition adaptée aux besoins. Donc, tu as fait une demande de logement social, ils sont censés te répondre, je sais pas, sous 24 mois ou j'en sais rien quel est le chiffre officiel. Et si t'as pas eu de réponse d'ici là, normalement, bah, tu as ce droit au logement opposable. Sauf que bah, il est très très imparfaitement appliqué, il semblerait. Quand il était étudiant, Kali faisait la route jusqu'à Paris tous les jours en vivant chez ses parents. Et non, c'est pour ça que je t'ai dit ceux qui viennent d'ailleurs que de région parisienne. Bon, il y allait en deltaplane.
Dans les départements les plus tendus, ce sont des milliers de logements qui échappent à ce public en situation d'urgence, et ce, depuis souvent plusieurs années. On verra qu'il y a des mauvaises écoles, des mauvais élèves en la matière dans les départements. Notamment les Alpes-Maritimes, 13,2% seulement des 25% du contingent préfectoral, donc des 25% des logements sociaux qui doivent être réservés pour le DALO, qui sont identifiés. Dans le Rhône, à peine 16,5 et 15,3 en Occitanie. Donc déjà, cette gestion en stock qui est imparfaite, ils sont censés quand même désigner 25% et ils le font pas. Ça risque pas de marcher. Le rapport identifie principalement 3 très mauvais élèves sur l'identification mais aussi sur l'attribution aux ménages DALO. Dans ce tableau déjà peu reluisant, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône et le Rhône. Dans les Alpes-Maritimes, le contingent préfectoral des Alpes-Maritimes n'est pas identifié correctement et en conséquence partiellement mobilisé, indique le rapport. L'an dernier, l'État a déjà été condamné à plus de 500 000 € d'amende dans ce département à la suite du contentieux au titre du DALI. 500 000 juste pour l'année dernière, juste pour ce département. Par rapport au global, ça fait beaucoup. Hein. En 2021, il avait déjà dû s'acquitter d'une amende de près de 1,5 million d'euros. Aujourd'hui, 247 ménages DALO sont en attente d'un logement depuis 1 à 15 ans. Les 482 attributions annuelles manquantes en 2021 auraient permis à l'État de remplir son obligation d'accès au logement des ménages reconnus au titre du DALO et d'éviter des milliers d'euros de condamnation. C'est même pas pragmatique, c'est ça qui est fou aussi. L'Agence nationale du contrôle du logement social, l'ANCOLS, souligne depuis des années l'opacité des attributions chez le principal bailleur, Côte d'Azur Habitat. Bon, ils n'ont pas l'air de se bouger particulièrement là-bas. Dont il notait en 2018 qu'il n'était pas suffisamment impliqué dans le processus DALO et n'appliquait pas de véritables critères objectifs pour l'attribution des logements. Très mobilisé sur l'expulsion des délinquants des HLM, ça par contre c'est un dos sur lequel ils sont, un sujet sur lequel ils travaillent main dans la main avec la préfecture. Tiens, le préfet il avait pas une charge de... justement. Ce bailleur est bien moins volontaire pour loger dans son parc le public prioritaire. Et pourtant, c'est des logements sociaux. Et donc là, on voit sur l'infographie... Ah, on peut pas cliquer dessus par contre, ça c'est dommage. Dans ces 8 départements, plus de 4000 attributions de l'État manquent au total pour les logements des ménages les plus prioritaires. Alors, la barre de gauche, c'est le nombre de logements manquants dans le contingent prioritaire en tout. Et à droite, les ménages DALO, ceux qui ont un droit au logement opposable, qui restent à reloger. Et donc, on voit que le Rhône, c'est le plus mauvais élève, avec 15 372 logements qui manquent dans le contingent. Ça commence à faire beaucoup, là. La Réunion, 7684. Alors déjà que, souvent, les Drômes sont un peu les oubliés de la République, mais s'ils peuvent même pas se loger. Dans les Bouches-du-Rhône et donc principalement dans la métropole marseillaise, ce sont 7897 logements qui manquent au contingent préfectoral. Le rapport du Haut Comité au droit au logement rappelle sur ce point que les rappels à l'ordre de l'ANCOLS, principal bailleur 13 habitats, ont là aussi été nombreux ces dernières années. Absence de remontée d'informations fiables, abandon du contingent préfectoral aux collectivités, les ingrédients d'une politique clientéliste dénoncée de longue date à Marseille n'ont pas disparu. Vous allez voir, il y a des maires de droite même qui se vantent de ne pas respecter les règles. Enfin, pas forcément que des maires d'ailleurs, enfin, vous allez voir. Spoiler, Valérie Pécresse. À Marseille, la crise du logement a pris la tournure d'une crise humanitaire après les effondrements de la rue d'Aubagne qui ont provoqué 8 morts en 2018, rappelle le rapport. Ouais, c'était un immeuble qui s'était écroulé avec les gens dedans et tout, je me souviens plus exactement le détail. Stéphane Plaza dans la sauce. Il est dans la sauce pour d'autres trucs, mais lui, il fait pas tellement dans le logement social, vous remarquerez. Il manque 15 372 logements dans le contingent de personnes prioritaires dans le Rhône où le dit contingent n'est pas correctement identifié. Ces chiffres étonnent le Haut Comité sur les orientations des politiques de l'État dans ce département, considéré comme l'un des précurseurs de la reconquête du contingent préfectoral. Il serait temps. Face à des bailleurs et à des élus locaux peu enclins à accueillir un public perçu comme fragile, le moins que l'on puisse dire est que l'État ne joue pas son rôle. Les préfets, qui ont en théorie toute latitude pour faire respecter les droits de réservation de l'État, n'exercent pas leur pouvoir, alors qu'ils ont le devoir d'attribuer eux-mêmes un logement aux demandeurs d'ALO en cas de défaillance des bailleurs sociaux. Très peu le font. Ils veulent pas se froisser, hein. Ils veulent pas se fâcher avec... Dans le cadre des auditions, moins d'une dizaine de décisions de substitution auraient été prises par le préfet ces dernières années. Moins d'une dizaine. Selon le ministère du Logement. Alors qu'on voit que ça ne fonctionne pas du tout. Si on laisse faire.
En pratique, et sous la pression des élus locaux, un certain nombre de préfets préfèrent bien souvent regarder ailleurs. Aucune sanction financière n'a, par exemple, été prise récemment contre les bailleurs qui ne font pas remonter correctement les informations sur l'état de leur parc. A noter que les moyens humains pour assurer le suivi et la gestion du contingent préfectoral ont considérablement diminué. Pourtant, vous voulez pas créer de l'emploi ce serait de l'emploi créé pour créer du logement. Un cercle vertueux. Ah non, on va faire des économies et vous serez dans la rue, bande de connards. De la même manière que l'ambition politique qui a suivi l'adoption de la loi Dalo s'est essoufflée. Les préconisations du rapport pour reloger les naufragés du Dalo sont claires. L'État doit désormais opérer un rattrapage des attributions manquantes depuis 10 ans. Il va falloir se bouger puissance 10 du coup. Dans les territoires où le contingent préfectoral était mal identifié par la mise en place d'un plan d'urgence. En clair, attribuer aux ménages Dalo en priorité tous les logements sociaux qui se libèrent. Et pas que ceux du contingent. C'est ça la gestion en flux. Ce rapport est un gros message d'alerte pour que l'État, enfin ça en fait partie, pour que l'État soit enfin sérieux et strict dans la récupération de son contingent. Il doit remettre tous les acteurs dans les clous en matière de respect du droit au logement, assure Noria Derdek, chargé d'études à la Fondation Abbé Pierre et qui a participé, on aura un petit bonus par rapport à ça, et qui a participé aux travaux du Haut Comité pour le droit au logement. Dans un contexte d'extrême tension sur le parc social, et oui, il n'y a pas que sur le parc social, sur le logement tout court, mais forcément c'est encore plus tendu sur ce qui est censé être un filet de sécurité. Et merci Anadroid qui nous cheers 200 bits, Daniel à toi. Et n'hésitez pas, vous aussi, vous êtes 112, n'hésitez pas à lancer un train. Pardon, je meurs. Donc 2,5 millions de ménages en attente d'un logement. Une construction en berne. Alors, il n'y a pas que par la construction de nouveaux logements. Hein. Il y a la réfection de logements qui sont pas aux normes. Et il y a des logements qui sont simplement vides, quoi. Et merci Rico Cocuri. Merci beaucoup. Merci encore pour les abos. Et n'hésitez pas, là, vous êtes très très près d'un train, justement. N'hésitez pas, allez-y. Il nous manque quelques pelletés, quelques bits, quelques abonnements pour lancer ce train. Merci Couscous, qui en profite pour resub pour le 10e mois, c'est September. Vous avez moins 25%. Ce sera plus le cas dans 2 jours. Donc voilà, 2,5 millions de ménages en attente d'un logement. Donc voilà, la construction en berne avec des coûts de matériaux de construction aussi qui sont en augmentation. Il y a aussi les taux d'intérêt qui jouent là-dessus. Et un taux de rotation historiquement bas. L'Union sociale de l'habitat, l'USH plutôt. Et merci Habitus pour le 7e mois qui lance le train. Bravo. Bravo pour ce train. Oui, le rattrapage, l'Union sociale de l'habitat, qui représente les bailleurs sociaux, a manifesté son désaccord pour le rattrapage. Bah, peut-être qu'il faut que vous fassiez autre chose, quoi. Que vous fassiez des logements pour les riches, peut-être, et que là, on vous demandera pas de respecter la loi. Cela semble être une mesure arithmétique et peu réaliste dans sa mise en œuvre, affirme Delphine Baudet-Collinet, directrice adjointe au sein de la direction des politiques urbaines et sociales de l'USH. Je vais y arriver. Pour nous, la priorité est d'accompagner ces personnes qui sont parfois en attente depuis plusieurs années pour comprendre leur situation. Une solution qui ne suffira pas à combler l'immense retard pris en la matière. Le mot est faible. Aska, est-ce que tu avais une petite réaction sur ce droit au logement opposable? On aura d'autres articles. Je connais très bien ce sujet. Alors pour rappel, ceux qui ne me savent pas, j'ai fait du militantisme très activiste là-dedans, en réquisition des logements vacants, etc. Et donc très proche de la Fondation Abbé Pierre, qui est l'association la plus en pointe sur ces sujets-là aussi, qui publie régulièrement un rapport du mal logement. Et je voyais ces modems qui disaient dans le chat ils oublient qu'il y a des gens derrière, etc. Alors, s'il s'agirait d'abattre la citadelle, il s'agirait de savoir ce qui se passe vraiment. Et c'est pas nouveau, ça fait des années et des années et des années. Si il y a le capitalisme financier où ils prennent les autoroutes et ils les donnent aux grands capitalistes, l'échelle du terrain, c'est l'immobilier. C'est une délégation de services publics sur l'immobilier. C'est pas seulement ça, c'est le fait que t'aies tous les petits particuliers qui donnent leur pouvoir pour pouvoir faire du racisme systémique à la base. C'est les curatelles ou les gens qui sont
Les gens qui sont handicapés, qui sont sous curatelle et qui se font voler leurs sous qui leur sont alloués par les gens qui les gèrent. C'est les nanas qui se font harceler, qui on demande de faire des faveurs sexuelles en échange d'avoir un logement. C'est les mères. Enfin, je crois qu'il a pas été condamné, mais. Voilà, c'est les maires qui ont la main à certains endroits sur à qui seront attribués les logements sociaux et qui les a distribués à ceux qui sont bien, etc. Votez pour moi. Le logement, c'est le truc par lequel les gens ont le droit de vivre ou non. Et du coup, c'est un moyen de pression gigantesque dans la société. Et alors, je suis désolé, Modem, je vais pas te mettre dans la sauce, mais en vrai, si on est des gens conséquents, il faut qu'on arrête le côté de dire « Ah, ils sont incompétents, etc. » Non, ils ont besoin que la corruption s'étale d'un bout à l'autre pour pouvoir le faire à l'autre côté, en fait. Donc c'est dramatique, c'est horrible, et c'est scandaleux, en fait. Et c'est ultra révoltant, et ça... Ouais, faut... Je sais pas comment le dire gentiment. Mais il n'y a pas de manière gentille de le dire. C'est de la fiche de programmerie, ça c'est sûr. Ah ouais, mais complètement. Quand tu joues avec les moyens d'existence de quelqu'un, c'est comme si tu jouais avec le fait de lui donner de l'eau alors qu'il est dans un désert, de l'air alors qu'il est en train de suffoquer, de la bouffe alors qu'il est en train d'être affamé. Le logement, on dirait pas comme ça, mais c'est vital, quoi. Bah, c'est beaucoup plus dur de vivre significativement longtemps sans logement. Ça, c'est sûr que à la rue, ton espérance de vie, elle baisse drastiquement, mais et elle baisse moins substantiellement, mais tout de même dans un logement inadapté, évidemment. Alors, il y a plusieurs choses qui sont dites aussi dans un autre article. Ici, une interview de Christian Nicole, qui est membre du Haut Comité pour le droit au logement. Et alors, notamment sur les freins identifiés au relogement des ménages qui ont le droit au logement opposable, ceux DALO. Et il semblerait que les structures, les organismes HLM, soient elles-mêmes les points faibles du dispositif, parce qu'ils stigmatisent les bénéficiaires DALO. Et que c'est le frein principal selon lui. C'est quand même assez fou. Merci pour ce train, les gens. Les premières n'aiment pas accueillir des populations très défavorisées dans les communes. Les secondes, donc les premières c'est les collectivités territoriales, les secondes c'est les organismes HLM, imaginent que ces personnes sont forcément des fauteuses de troubles ou qu'elles se rendront responsables d'impayés de loyer. Or, les DALO ne sont pas forcément très défavorisés, ils ont simplement un problème de blocage de logement qui n'est pas nécessairement lié à une situation de pauvreté extrême. Ces préjugés ont des conséquences bien concrètes. Nous avons calculé que si tous les contingents étaient effectivement respectés et utilisés pour reloger les DALO et les personnes prioritaires, on pourrait reloger tout le monde, sauf à Paris et en Seine-Saint-Denis. Donc il n'y aura que 2 départements où on ne pourrait pas loger tout le monde. C'est quand même pas rien comme enjeu. Ça veut dire quand même 95% des départements, enfin on a quoi, ouais, une centaine de départements si on compte tout, donc ouais, 98% du territoire, ouais, finito comme problème. Ce qui est rageant, c'est que je comprends quand j'écoute Léo Wissam, Parole d'honneur, etc., parler de racisme, et je sais bien que je maîtrise pas du tout ce sujet-là et que je sens les labyrinthes. Là, quand il s'agit du logement, je les connais par cœur. Et toutes ces discussions-là, pour moi, c'est ce que j'appelle des labyrinthes, c'est-à-dire c'est des discussions qui sont là pour qu'on perde notre temps. C'est pragmatiquement... Il est urgent de ne pas agir. Mais oui, mais parce que pragmatiquement, quand j'étais sur le terrain, que j'étais dans la rue, on était 3 bonhommes. Il y avait littéralement dans le secteur de Montpellier des milliers et des milliers de mètres carrés de bâtiments vacants. On rentrait dans un bâtiment, on l'a ouvert, on a mis des gens dedans. Il n'y avait plus de problème de logement pour les gens qui étaient dedans. C'est aussi simple que ça. Et c'est dans les prérogatives du préfet de le faire. C'est-à-dire que c'est marqué dans la loi française. Pourtant, le préfet, il est nommé, c'est ça qui est étonnant. Pourquoi il se couche devant les pressions locales alors que il n'a pas à s'inquiéter d'être réélu, le préfet, tu vois. Mais c'est pas qu'il se couche, c'est qu'il est là pour ça, en fait. Mais pourquoi il s'écrase face aux pressions c'est ça la question. Mais c'est pas il s'écrase, il est le représentant de l'ordre bourgeois sur le terrain. C'est-à-dire que c'est son boulot de faire en sorte que ça tourne pas. C'est-à-dire que nous, quand officiellement, on était non. Officiellement, il doit justement réquisitionner les 25% de logements sociaux. C'est pas officiellement son boulot, c'est de faire semblant de les réquisitionner. Mais du coup... Non, pour moi, officiellement, après, c'est son des boulot de préfets de la faire semblant, Macronie, tu peux te dire que bon...
Bah oui, en fait, le préfet, c'est une personne qui est nommée directement depuis l'Élysée. Donc toi, tu penses que c'est les consignes de l'Élysée de faire en sorte de loger personne? Ah mais clairement. C'est de la même manière que tu gères le marché des chômeurs pour faire en sorte que le prix du travail soit à un certain taux. Tu gères le prix de l'immobilier en faisant en sorte qu'il y en a un certain nombre qui soit... Parce que le fait, comme disait encore une fois, Tim Gurner... les appels d'offres quasi prolo. Je sais que t'aimes bien rouler ton front sur le clavier, mais c'est un sujet sérieux, s'il te plaît. Tim Gurner est magnifique pour ça. On rappelle, le mec avait expliqué voilà, qu'il fallait faire souffrir les gens, etc. Mais le fait que quand t'es prolo et que t'es en train de douiller au travail, le fait de savoir que t'as un mec en train de littéralement crever sur le trottoir dans la rue, ça te met la pression. Et c'est le boulot des préfets de maintenir un équilibre, toujours, ou pour faire en sorte de... Est-ce que les gens sont assez en train de souffrir ou est-ce que les gens ne sont pas assez en train de souffrir? Et les mecs, généralement, les préfets, ils sortent tous de la même école que Macron. Ouais, si on leur garantit trop un logement, ils iront pas se faire esclavagiser dans notre restaurant. C'est ça. Il y a un petit peu de ça. Alors, il y a un deuxième truc qui est invoqué, qui est assez incroyable. Un deuxième argument. Ces derniers, donc voilà, pour les attributions de logements sociaux, là, les organismes HLM, les collectivités, etc. Ces derniers invoquent souvent la mixité sociale, et c'est là qu'on se fout vraiment de notre gueule. Ils invoquent la mixité sociale pour refuser les ménages d'allo, avec comme justification le refus de ghettoiser un immeuble, un quartier. Réponse de la personne qui est interviewée. C'est pire que ça. Certains refusent tout simplement les pauvres. En réalité, ce n'est pas cette loi qui va mettre en péril la mixité sociale, puisque l'obligation qu'elle prévoit est de consacrer 25% des attributions pour les ménages reconnus d'allo et les autres ménages prioritaires. Au contraire, avec le nouveau système d'attribution en flux, les organismes auront beaucoup plus de souplesse pour mettre en œuvre une politique intelligente de mixité sociale, puisque ce sont eux qui auront la maîtrise du peuplement des différents immeubles. Et alors bon, je vous lis pas l'interview en entier, je vous laisserai la découvrir. Mais par contre, la dernière question est incroyable. Nous sommes dans un moment politique un peu particulier, avec la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, s'il vous plaît, remboursez ma campagne, qui s'est félicitée la semaine dernière d'avoir fait baisser le nombre de logements très sociaux dans certains quartiers, au nom de la mixité sociale et de la lutte contre l'islamisme. Réponse. Ce qui m'inquiète plus que les déclarations de Valérie Pécresse, c'est la volonté du président de la République de décentraliser la politique du logement social en permettant aux maires d'être maîtres des attributions. Ça, c'est souvent, hein, c'est pareil pour les logements Airbnb, de leur plafonnement en volume sur le parc locatif de la ville. C'est pareil à chaque fois. Oui, ce serait bien de faire ça, mais à charge aux maires de le faire s'ils le souhaitent. S'ils souhaitent que tout le monde continue de dormir dans la rue, ça nous va très bien. Et du coup, qu'est-ce qui se passe à votre avis? Et salut Vulga. C'est la pire solution, compte tenu de l'usage clientéliste qu'ils en font. Bah oui, si c'est les maires qui font les attributions, du coup, eux par contre, ils ont directement le truc de la réélection, contrairement aux préfets, quoi. C'est pour cette raison qu'on se dit qu'il est particulièrement important que les préfets conservent la gestion de leur contingent avec les limites que nous a exposées Aska juste avant, évidemment. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Oui, on avait, alors ça c'est pareil, on va pas tout lire, c'est dans le Libé d'aujourd'hui, je crois. Il me semble. On a justement en une de Libération aujourd'hui, en date donc du 28 septembre, où ils nous font un long édito, un article. On n'apprend pas énormément de choses en plus, si ce n'est ce que je vous en ai résumé, qu'il y a aussi le problème des taux d'intérêt, la hausse des taux d'intérêt, 3,8% pour un crédit sur 15 ans. Donc ça, c'est pour plus l'accès à la propriété, en l'occurrence. Mais il y a aussi la hausse des matériaux de construction pour la construction de nouveaux logements. Du coup, il n'y a pas de choc d'offres, comme il le préconisait. Et alors, par rapport au passoire thermique, il y a aussi un truc qu'ils essayent de jouer. C'est en mode, oui, parce qu'en fait, il y avait des passoires thermiques de catégorie G en 2024, elles vont être interdites, de catégorie F en 2025, elles vont être interdites, et ils disent, bah oui, mais c'est des logements en moins, du coup, il va y avoir, vous allez mettre des gens dans la rue, si vous nous permettez pas de louer des passoires thermiques. Et du coup, il y a un peu Bruno Le Maire qui est en train de jouer leur jeu là-dessus. Et là, on a Loïc Lequentin qui nous propose une autre option en fin de cet article.
Le reste à charge pour les propriétaires est important. Le coût moyen pour une rénovation est de 35 000 € par logement. Ça représente en tout près de 200 milliards à investir d'ici 2028 à côté. Donc voilà, une dotation de 4 milliards de l'État qui est pas à la hauteur. Alors non, c'est pas lui qui nous propose la solution, elle est là. Qu'il y ait report ou non du calendrier, les locataires risquent d'être touchés. En cas de report, explique Eddy Jacquemart, président de la Confédération nationale du logement, beaucoup continueront d'être dans des logements mal isolés où se chauffer coûte presque aussi cher que le loyer. Et si le calendrier est maintenu, des centaines de milliers de logements sortiront du parc locatif alors que ce dernier est déjà sous tension. Au risque qu'une bonne partie d'entre eux se retrouvent en location sur Airbnb ou autre plateforme de location de courte durée ou qu'ils soient vendus à des marchands de sommeil qui les loueraient ensuite au noir. Du coup, tu t'en fous d'être dans l'illégalité, mon copain. Le CNL propose donc, et ça je trouve ça pas mal, de contraindre les propriétaires à rénover leurs logements, donc qui ont des passoires thermiques, sans les faire sortir du parc locatif. Alors voilà, et où est l'astuce ? En consignant une partie des loyers qu'ils récupèrent chaque mois sur un compte à la Caisse des dépôts, et une fois que le compte a atteint le montant nécessaire pour les travaux, on prend les sous et on fait les travaux. Qu'est-ce que tu penses de ça, Aska ? C'est sûrement insuffisant, mais... Mais en fait, déjà le problème, pourquoi ce sera l'État, donc les impôts des Français de payer pour, je rappelle, c'est je sais pas combien de... C'est possible quasiment que par des riches, l'essentiel du parc locatif. Donc on va encore payer avec les impôts des pauvres. La moitié, c'est des multipropriétaires qui ont une quinzaine d'appartements, une dizaine, une quinzaine. C'est une dinguerie. Et puis pour ceux qui n'ont pas les moyens, ça va permettre de les vendre pour que ceux qui ont déjà tout puissent acheter encore plus de trucs. Pour moi, c'est vraiment là, justement, l'option, c'est les loyers que les gens y payent. Non, tu ne les touches pas, on les met de côté pour faire les travaux. Tu disais que tu n'avais pas de quoi faire les travaux, tu touches plus les loyers jusqu'à ce que le montant des loyers atteigne le montant des travaux. Oui, mais en fait, le truc, c'est qu'on s'approche d'une crise économique qui va avoir des propensions dantesques. Et en fait, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est qu'on est sur une contraction de tous les marchés, c'est-à-dire moins d'acteurs, de moins en moins d'acteurs sur chacun des marchés. Pour faire en sorte qu'il y ait de moins en moins d'acteurs, c'est un peu la loi de la jungle, sauf que l'État, lui, ce qu'il peut faire, on est dans un régime capitaliste, et ce qui va se passer, c'est qu'il peut driver en fait qui c'est qui va être les gagnants de la crise, qui va rebattre les cartes. Et en faisant ça, plutôt que d'attendre que la crise touche tout le monde et foute potentiellement des potes à eux dans la merde, il fait en sorte que ce soit les moins fortunés qui se retrouvent dans la merde les premiers. Et comme ça va écrémer le marché, ce qui fera que ceux qui seront mieux calés, ils auront un plus beau coup simple une fois que la crise sera arrivée. Parce que du coup, ceux qui n'ont pas pouvoir se permettre de ne pas pouvoir toucher leur loyer, parce qu'en fait, c'est des gens qui payent leur traite du crédit du logement avec les loyers que payent les gens. Eux, ils sont en mode ric-rac. Et ce qu'ils vont faire, c'est je vais essayer de m'en sortir avant la crise et vendre mon logement à quelqu'un qui peut l'acheter juste avant la crise. Et qui c'est qui va pouvoir s'acheter ce logement-là ? Ça va encore être toujours les mêmes, quoi. Donc, et ce qui va se passer quand la crise va arriver, c'est que le type qui a vendu son logement parce qu'il ne pouvait plus payer les traites, etc., son épargne va fondre parce que c'est ce qui se passe quand il y a une crise, et il va se retrouver dans la merde. Voilà, On avait un petit... On avait un petit résumé, alors là pour la pastille, on va regarder que le début, mais pour le live intégral, on en verra un plus gros bout, de Stupid Economics. Alors ça date pas d'hier, c'est une vidéo qu'il a faite il y a 3 mois, par contre plus récemment, il a interviewé une personne justement de la Fondation Abbé Pierre, il me semble. Je vérifie ça, c'est bien ça. Pour les ménages. Avec un économiste de la Fondation Abbé Pierre. Donc voilà, pour vous donner envie déjà, pour vous qui aurez regardé seulement la version courte, regardons ça. Et est-ce que t'aimes bien toi Stupid Economics, Aska ? Vite fait, je crois que j'ai pas trop vu de trucs de lui. Je crois que de temps en temps, toi tu t'as fait des racks dessus et je sais plus qui d'autre, mais j'ai pas vu tant que chose. Pas trop sur lui, on a déjà fait sur Eureka, mais moins sur Stupid Economics, donc justement. Ouais, je l'ai pas souvent vu passer. Regardons. La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Que d'ici à 2 ans, d'ici la fin de l'année, plus personne ne soit obligé de dormir sur le trottoir. Dans les bois, ou perdus. C'est une question d'humanité et d'efficacité là aussi. Parce que le droit à l'hébergement, c'est une obligation humaine. 11 ans séparent ces 2 promesses. Entre-temps, le nombre de personnes sans domicile a doublé. Pourtant, le Français moyen n'a jamais vécu dans autant de mètres carrés, de pièces et de confort. Au cœur de ce paradoxe, il y a une crise du logement. Comment ce pays de bien lotis peut-il produire autant de mal logés ?
Ah, avec le Macron en IA, genre à la rue, quoi. Avant de continuer, je voudrais vous remercier pour votre soutien suite à l'affaire. De rien. C'est un bidonville qui n'a pas de maçon. Alors. Après la Seconde Guerre mondiale, la France est un bidonville qui n'a pas de maçon. Pour son redressement économique, l'industrie est considérée comme prioritaire par rapport au logement, comme en témoigne l'appel de l'abbé Pierre en 1954. Et puis, il y a les autres, Ça, c'est les peut-être sans-logis, une tous ceux que la misère réduit à dormir dehors, tous ceux pour lesquels vient de s'élever la voix de l'abbé Pierre. Pour les chiens qui crèvent dehors, il y a une fourrière. Est-ce que pour nos frères et nos sœurs, il n'y aura rien? Les asiles sont pleins, nous a-t-on dit. Un brave homme d'agent à qui on disait « Mais vous ne pouvez pas les conduire quelque part », nous répondait « S'ils ne sont pas morts, nous n'avons pas de consigne. S'ils étaient morts, on appellerait la morgue. Mais pour les vivants, il n'y a pas de place. Alors, il faut que nous fassions quelque chose, tout de suite. Ce n'est pas possible que nous dormions tranquilles pendant qu'ils Le célèbre « C'est pas possible » qui a été popularisé par les Guignols. meurent dehors. Avec cette prise de conscience, une immigration de travail et une croissance économique importante, les années 60 ont vu une politique du logement ambitieuse. Des millions de logements sortent de terre en quelques années. Le secteur du bâtiment devient un géant. Dans les années 80, les bidonvilles sont en voie de disparition et le logement est abordable. L'automobile rend même la maison individuelle accessible au plus grand nombre. L'accession à la propriété est un rêve qui devient réalité pour la population, comme pour les politiques qui, de Mitterrand à Sarkozy, veulent une France de propriétaires. Mais depuis plus de 10 ans, cette France est rattrapée par une crise du logement, qui amène en 2019 l'ONU à la déclarer coupable de violation des droits de l'homme dans sa gestion du droit au logement. Il y a en France 4 C'est rigolo quand la France est condamnée pour des violations des droits de l'homme. Mais de plus en plus souvent, on parlait de la police tout à l'heure. millions de personnes mal logées et 330 000 SDF. Ce recensement est très difficile à établir, mais plus de 500 personnes seraient mortes par manque de toit en 2021 selon le collectif des morts de la rue. Ces derniers mois, les variations de prix du marché immobilier viennent J'ai pas compris, Michael Jackson. ajouter une tension supplémentaire à une crise qui est là pour rester. Alors pour comprendre par où prendre ce sujet, j'ai contacté Pierre Madec, économiste à l'OFCE. Alors pourquoi j'ai... Ah, pour enlever les sponsors à l'intérieur des vidéos, c'est pas mal. Je me suis intéressé à la question du logement parce qu'en réalité c'est un sujet un peu essentiel. Alors c'est facile de dire ça pour tous les sujets, mais le fait est que le logement recoupe quand même tout un tas de problématiques. C'est le premier poste de consommation des ménages. Il y a évidemment la question de comment on construit, pour qui on construit, où est-ce qu'on construit. Donc il y a des questions d'aménagement du territoire. C'est le premier poste de dépense, et le second, pour les plus précaires, c'est l'alimentaire, avec l'inflation qu'on lui connaît à 20%. Aussi très importante. Il y a évidemment la question des inégalités intergénérationnelles, les inégalités patrimoniales, les inégalités dans l'accès au logement. Ça recoupe tout un tas de problématiques qui sont, à mes yeux, essentielles. Et puis en plus, derrière, pour un économiste, il y a évidemment l'intérêt des politiques publiques. Olivier Klein, qui est le ministre du Logement actuel, annonçait il y a 1 an et quelques que la mission du gouvernement c'était d'éviter que le logement soit la bombe sociale de demain. Ma mission, celle du gouvernement, est de faire que, je crois, que le logement ne soit pas la bombe sociale de demain. Mais dans une période depuis 20-30 ans où les difficultés d'accès au logement sont très nombreuses, notamment pour les jeunes, les mobiles, les ménages les plus modestes. Voilà. On a vu que les jeunes, ils étaient dans des campings, là, donc oui, c'est un peu compliqué. Donc ça, c'est un consensus qui est relativement partagé. Généralement, quand on parle de crise du logement, la réponse pour beaucoup, c'est construire. Mais comme la France est déjà le pays de l'OCDE qui a le plus de logements par habitant, alors naturellement, on peut être tenté de penser que le défi... Il n'y a pas que construire, il y a réhabiliter, il y a réquisitionner, il y a des choses à faire. Ce n'est pas de construire. Là, aujourd'hui, on nous dit, non, mais peut-être qu'en fait, il y a beaucoup de logements vacants. Ou peut-être qu'en réalité, ça sert à rien de continuer à construire alors qu'il y a beaucoup de vacances. Peut-être qu'en réalité, avec le zéro artificialisation nette, avec les enjeux environnementaux, peut-être qu'il ne faut pas produire tant que ça. Des millions de ménages qui soit n'ont pas de logement, soit vivent dans des situations de logement qui ne sont pas acceptables, des passoires thermiques, qui vivent en situation de suroccupation, qui vivent avec ce qu'on appelle des taux d'effort, donc une part du revenu consacré au logement extrêmement élevée. On ne peut pas répondre à ces gens-là. En fait, on va arrêter de construire du logement et vous allez vous débrouiller avec le stock existant. Que peut-être on n'a pas construit les bons logements pour les bonnes personnes, c'est-à-dire est-ce qu'on a vraiment produit du logement pour les gens qui étaient en difficulté vis-à-vis du logement? Est-ce qu'on a vraiment produit du logement pour les jeunes actifs, pour les mobiles, pour les ménages modestes? C'est pas certain. Est-ce qu'on a produit des résidences principales ou est-ce qu'on a produit aussi un peu des résidences secondaires? Est-ce qu'on n'a pas produit uniquement dans des territoires où on pouvait produire, c'est-à-dire en fait là où il y a de la place, là où c'est pas très cher, mais sans se poser la question de savoir qui va acheter ces logements-là. Alors il ne suffit pas de construire, il faut au minimum construire mieux. Pour ça, il faut chercher à comprendre notre marché du logement, ceux qui y gagnent et ceux qui y perdent. Et voilà, on s'arrête ici pour la capsule YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à regarder la version intégrale. On reste sous les 45 minutes. Comme ça, c'est plus digeste. Ciao, ciao. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez évidemment ces vidéos sur un sujet qui nous touche toutes et tous, évidemment, plus ou moins inéquitablement suivant nos revenus.